Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Lors d'un entretien avec la première ministre Judith Suminwa, le ministre belge des Affaires étrangères a rassuré que la communauté internationale prendra de sanctions plus fermes contre Kigali. Vous le suivrez dans ce journal. Tenu depuis ce mardi 25 février à Kinshasa d'un atelier stratégique régional regroupant les représentants des institutions nationales des droits de l'homme des pays de la SADC et de l'EAC en vue de trouver des stratégies pour contribuer au retour de la paix en RDC. Et à l'international, l'Éthiopie annonce la production des passeports électroniques localement à partir d'octobre 2025 en vue de réduire la durée de traitement de mise à disponibilité des passeports éthiopiens. Bonsoir à tous et bienvenue à cette livraison de l'actualité. Commençons avec cette information en bref. Agression rwandaise dans l'Est, le Royaume-Uni annonce la suspension de l'aide financière bilatérale directe au gouvernement du Rwanda, à l'exception du soutien aux plus vulnérables ainsi que d'autres sanctions économiques. Les mesures incluent entre autres la suspension de la participation à des événements de haut niveau organisés par le Rwanda, la suspension de l'aide à la formation militaire et révision des licences d'exportation des forces rwandaises. Le Royaume-Uni insiste sur la nécessité d'une solution politique, encourageant la RDC à dialoguer avec le M23. Le Rwanda respectera-t-il le cessez-le-feu dont la formulation devrait intervenir d'ici ce week-end à Harare? L'élaboration d'un calendrier pour la mise en œuvre des sanctions prises contre Kigali en dépendrait entre autres. C'est l'un des points soulignés par le ministre belge des Affaires étrangères à l'issue de son entretien avec la première ministre congolaise. Maxime Prévost a aussi rassuré Judith Suminwa des sanctions plus fermes de la communauté internationale contre Kigali. Donc très clairement, nous avions la Belgique et la France ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt
évidemment des violences commises par le M23, le retrait évidemment de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda, chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et la première ministre Judith Suminwa a plaidé lundi 24 février pour l'ouverture urgente d'un couloir humanitaire dans la partie est de la RDC. Tour à tour, la chef du gouvernement a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, le représentant spécial de l'Union européenne en matière des droits humains, Olof Skoog, ainsi que le conseiller fédéral suisse aux affaires étrangères, Ignacio Cassis. Blaise Couzola. Dans son plaidoyer, la chef du gouvernement a sollicité l'accompagnement de ses partenaires pour la mise en place rapide d'un couloir humanitaire. L'objectif étant, d'une part, de sauver des milliers de personnes encore piégées dans le territoire occupé et d'autre part, de faciliter le travail des humanitaires dans ces zones de conflit afin d'assister les blessés et les déplacés. J'ai exprimé l'appui de l'Union européenne et le fait que le ministre européen, le 27, est en train de discuter la situation en votre pays en ce moment. Et le Premier ministre a insisté, bien expliqué la situation actuelle, y inclut la situation humanitaire très difficile. Oui, je crois qu'on est une des plus grandes donateurs humanitaires au monde. Et je suppose qu'on va faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du peuple congolais dans la situation actuelle. On va appuyer tout effort pour améliorer la situation humanitaire. Exactement comment ça se peut faire dans la situation actuelle, je peux pas dire, mais insister qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour un accès humanitaire, bien sûr. Le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Filippo Grandi, dit espérer que les forces se trouvant sur le terrain vont finalement laisser les humanitaires travailler, regrettant que son organisation ait été forcée à réduire ses effectifs à cause de ces conflits armés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a aussi exprimé sa crainte sur une régionalisation de la crise si rien n'est fait dans l'immédiat. Pour sa part, la première ministre a réaffirmé son soutien à la MONUSCO, dénonçant au passage la manipulation de la population par l'ennemi contre les soldats de paix de la mission onusienne. Parlons justice, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est arrivé à Kinshasa lundi 24 février en soirée en provenance de La Haye pour poursuivre les enquêtes sur les crimes présumés commis dans l'est du pays. Ce mardi, il a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui lui a rassuré de la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais à les soutenir dans sa mission. Patience Okeke. RDC s'inscrit dans le cadre de la poursuite des échanges et enquêtes sur les crimes présumés commis dans l'est du pays, d'autant plus que son institution est déjà à l'œuvre pour recueillir des témoignages et des preuves des exactions perpétrées dans l'est de la RDC où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur avancée. Ce mardi 25 février, il a rencontré les acteurs du système judiciaire, dont le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour du suivi que la CPI assure sur les crimes commis dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC.
C'est une étape clé dans la quête de la justice pour les victimes de récentes atrocités. En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta a rassuré son hôte de la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour l'accompagner dans sa noble mission, celle de rendre justice aux victimes des atrocités graves en RDC. Dès son arrivée lundi à Kinshasa, le procureur de la CPI, Karim Khan, a lancé une mise en garde contre tous les acteurs impliqués dans des exactions. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. Signalons que, durant son séjour à Kinshasa, Karim Khan doit rencontrer plusieurs personnalités congolaises, à commencer par le président Félix Tshisekedi et de membres du gouvernement. Il s'entretiendra également avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous discutons des questions de violation de droits de l'homme dans la partie est de la RDC ce soir avec Monsieur Alexandre Ouello. Il est activiste des droits de l'homme. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Alors Monsieur Alexandre Ouello, le procureur général, de la Cour pénale internationale est à Kinshasa. Mais pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui nous suivent, que reproche la RDC au Rwanda en termes de violation de droits de l'homme? Nous disons soyez le bienvenu à monsieur le procureur général auprès de la Cour pénale internationale. Voici ce que la République démocratique du Congo reproche au Rwanda, la violation de sa souveraineté, le génocide, les exécutions sommaires, le bombardement des hôpitaux, mais aussi des violations graves de droit à la vie, dont notamment le viol sur les jeunes filles, les viols sur les femmes, mais encore plus des femmes enceintes. Ça, c'est de un. De deux, la République démocratique du Congo peut ici, jusqu'ici, dire à l'endroit du procureur général près la Cour pénale internationale que le fait pour le Rwanda d'avoir décidé volontairement de faire la guerre à la RDC, c'est déjà un crime. Parce que le fait déjà d'agresser un pays, c'est un crime, madame. Ça, c'est de un. De deux, au-delà de ces crimes, il y en a tant d'autres plutôt qu'on peut citer, dont notamment crimes contre l'humanité, oui. Crimes contre la paix de peuple, parce qu'aujourd'hui, à Goma, nous enregistrons un drame humanitaire qui ne dit pas son nom. Nous avons enregistré même un génocide de plus de 12 000 corps sans vie. Et ça, c'est quand même grave. Et dans la ville de Bukavu, on a plus de 600 enfants mineurs, disons bébés, non accompagnés. Et nous enregistrons aussi d'autres crimes comme les crimes contre le personnel des Nations Unies. Et nous avons vécu même ce qu'on a appelé le bombardement ou le sabotage sur les entrepôts du programme mondial alimentaire. Il y a même un responsable de la MSF aussi qui a été tué, oui. Comprenez mon indignation, madame, en tant que défenseur des droits de l'homme. Et il y a aussi des crimes qui violent la Convention de Vienne. Ça, c'est l'ensemble des crimes
que vous pouvez voilà, énumérer jusque-là. Mais alors, en termes les violations sont essentiellement été commises dans les zones occupées par le M23. Alors, pensez-vous que ces groupes rebelles pourront-ils être collaboratifs, sachant qu'ils sont principalement pointés du doigt? Voilà, c'est pourquoi nous disons que la CPI a été mise sur pied, madame, pour tout simplement juger les crimes qui touchent à la communauté internationale. Des crimes qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Et donc, je crois bien que le Congo, comme pays signateur de traité des Roms, tous les Congolais qui se trouveraient en train de commettre ces crimes devront répondre. Et nous disons que ces crimes ne resteront pas impunis. Ça, c'est notre position en tant que cadre de concertation nationale et de droits humains de la RDC. Ok, je vous reviens tout à l'heure. On va prendre cet élément et je vous reviens juste après. La situation sécuritaire autour d'Uvira dans le sud Kivu est devenue critique depuis le 15 février avec des affrontements violents entre éléments de l'armée rwandaise et leurs supplétifs de M23 et les combattants Wazalendo perturbant les soins médicaux. Le personnel des Médecins sans frontières a dû interrompre ses activités en raison des tirs, mais est revenu en renfort à l'hôpital qui a rapidement accueilli une vingtaine de blessés chaque jour. L'hôpital général de référence a été particulièrement touché par des tirs croisés et l'intrusion d'hommes armés. Patience Lokeke. La situation sécuritaire autour de la ville d'Uvira, dont la province du Sud Kivu, a atteint un point critique le 15 février lorsque des affrontements violents ont été éclatés entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo. Les habitants ont été témoins de scènes de pillage et de violence et les structures médicales ont été touchées par les tirs, perturbant ainsi la prise en charge de patients. Le personnel de Médecins sans frontières MSF présent sur place a dû interrompre ses activités pour se mettre à l'abri, retardant ainsi le soin aux malades. À partir du 17 février, les hôpitaux de la région ont été submergés par un afflux constant de blessés, recevant une dizaine de personnes chaque jour, dont des civils. En dépit de l'insécurité, le personnel médical, avec l'aide de renforts venus d'autres services, continue de fournir des soins urgents. Plus de 100 blessés ont été pris en charge en quelques jours, bien que la ville soit devenue invivable, avec des tirs incessants affectant la circulation et les déplacements de la population. Les ambulances peinent à circuler et de nombreux corps sans vie sont récupérés lors de rares déplacements. L'hôpital général de référence à Uvira a été particulièrement touché, pris sous des tirs croisés, mettant en danger la vie de patients et du personnel. Des hommes armés ont également pénétré dans les locaux de l'hôpital, tirant à l'intérieur même de bâtiments. Face à ces violations répétées et à l'instabilité extrême, MSF a réitéré son appel à toutes les parties du conflit pour respecter la protection des civils et des infrastructures médicales. La ville d'Uvira, déjà en proie à l'insécurité, connaît également un exode massif de ses habitants, avec environ 35 000 personnes déplacées depuis le début du mois de février. Le manque d'informations, la peur et l'incertitude quant à l'évolution de la situation ont plongé la population dans une détresse extrême. Le manque d'accès à la nourriture devient critique, les activités économiques étant paralysées depuis plusieurs jours. MSF, qui a apporté un soutien au ministère de la Santé dans la lutte contre l'Mpox, a dû réduire ses équipes et rediriger une partie de ses activités pour soutenir la prise en charge de blessés de guerre en acheminant du matériel médical vital vers plusieurs structures de santé de la région. Voilà, Monsieur Alexandre Ouello, je reviens à vous. Pouvez-vous faire un petit commentaire par rapport à cet élément que nous venons de suivre? Merci, Madame. Mon indignation en tant que défenseur de droits de l'homme. Écoutez-moi bien, Madame. En ma qualité du responsable
des associations et ONG de droits de l'homme au Congo, Kinshasa, je suis très indigné, je suis troublé par la montée de la crise humanitaire et sécuritaire en RDC. Dois-je rappeler dans votre plateau ici, madame, que chaque minute qui passe est une comptabilité de plus de graves violations de droits des êtres humains que j'ai pris l'engagement solennel de défendre. Chaque fois que mon téléphone sonne, c'est pour de plaintes de violations des libertés fondamentales, sans lesquelles la vie de l'être humain sur la terre n'a pas sa façon d'être. Face à ces fléaux, j'ai résolu de lancer l'opération Droits de l'homme pour tous, droits de l'homme partout, droits de l'homme sans couleur. Ainsi donc, j'appelle toutes les parties prenantes à la crise au respect des libertés fondamentales, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'appelle les belligérants à la crise. J'appelle les tireurs de ficelles de ne pas toucher, c'est-à-dire de respecter tout le personnel humanitaire, tout le personnel des Nations Unies. Respect strict à la dignité humaine des civils, des femmes, des jeunes filles, des enfants. Alors, une dernière question, très rapidement, avant de se dire au revoir. Alors, il y a plusieurs noms qui reviennent très souvent. Il y a notamment le nom de Corneille Nangaa, Makenga, certains évoquent même le nom de James Kabarebe, mais aussi celui du président Paul Kagame. Pensez-vous que dans les prochains jours, on peut espérer que ces personnes soient jugées et condamnées par la Cour pénale internationale? Écoutez, madame, nous avons l'espoir que l'on tue des milliers de Congolaises et Congolais. Tôt ou tard, la justice internationale, tous les mécanismes internationaux finiront par sanctionner le sanguinaire Paul Kagame, parce que c'est de lui qu'il s'agit, lui qui a accumulé de milliers de crimes dans toute la région des Grands Lacs. Mais pour le fugitif Corneille Nangaa, malheureusement pour lui, son sort est connu parce que en tant que citoyen congolais, le Congo-Kinshasa est un pays signateur de traité des Roms, et je crois que son sort est connu. Nous gardons espoir que justice sera faite et que tous les pays qui ont violé la souveraineté du Congo-Kinshasa finiront par payer dommages et intérêts à la population congolaise. Voilà, merci à vous, monsieur Alexandre Ouello. Je rappelle qu'il est activiste de droits de l'homme. C'est moi qui vous remercie, madame. Poursuivons avec l'actualité. Pour parvenir au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, les représentants des institutions nationales des droits de l'homme des pays de la SADC et de l'EAC prennent part à un atelier stratégique régional depuis ce mardi 25 février à Kinshasa. Cet atelier a pour objectif de mobiliser la communauté des acteurs des INDH sur les conséquences de la guerre dans l'Est de la RDC et mettre en place des stratégies pour contribuer au retour de la paix. Théodore Ngandou. La situation des droits humains demeure extrêmement préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les attaques de grande ampleur menées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC contre des civils persistent et alimentent une crise humanitaire qui a entraîné les déplacements de près de 7 millions de personnes et la fuite à l'étranger de milliers d'autres. Voilà qui justifie l'ouverture de cet atelier stratégique régional qui regroupe les acteurs des institutions nationales des droits de l'homme pour non seulement dresser un diagnostic de la situation, mais aussi réfléchir
sur les stratégies à mettre en place pour le retour de la paix, a laissé entendre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapoumokoulou. Ce que nous attendons de cet atelier stratégique, c'est élaborer un plan stratégique d'accompagnement du plaidoyer de populations civiles de notre pays à travers les organisations, si vous voulez, de la société civile, à travers les institutions du pays dont nous faisons partie, la Commission nationale des droits de l'homme. Au nom de la première ministre chef du gouvernement, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Chabani, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces travaux, a salué la tenue de ces assises qui tombent à point nommé. Il a condamné l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Cette situation ne cesse d'engendrer des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il en ressort donc une impérieuse nécessité qu'à l'issue de cet atelier stratégique, réunissant les institutions nationales des droits de l'homme et les représentants des organisations de la société civile, que les recommandations accompagnent les efforts du président de la République mis en œuvre par le gouvernement et qu'elles constituent le fondement de la protection des droits humains en République démocratique du Congo. Notons que les participants venus de pays de la SADC et de l'EAC vont dresser un diagnostic de la situation générale de la guerre dans l'Est de la RDC, élaborer un cahier de charges sur la mobilisation des INDH et des leaders des organisations de la société civile de la RDC pour le plaidoyer au niveau sous-régional, régional et international, et enfin élaborer un plan d'action pratique de sortie des crises. Le nouveau commandant de force de la MONUSCO est en ville de Bunia, en Ituri. Le général Ulysse Demesquita Gomez a échangé ce mardi 25 février avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny. Suivez ce reportage rendu par Domomat. Mais dans la main, avec une détermination commune, les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO en Ituri redynamisent leurs efforts pour mieux protéger la population, et c'est bien. C'était ce mardi lors de la première visite en Ituri du nouveau commandant de la force onusienne en RDC. Pour moi, c'est une grande opportunité pour visiter les troupes de la MONUSCO, mais aussi très importante pour parler avec les gouverneurs de la province, les autorités de Ituri, pour parler avec les autorités les choses de continuer à travailler ensemble pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et des peuples congolais qui vivent ici dans la province d'Ituri. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, cet officier général a insisté sur la poursuite des opérations conjointes. Pour travailler avec FARDC, spécialement les opérations conjointes qui sont très importantes pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui est basiquement la protection des civils. Rappelons que la MONUSCO est une force amie qui soutient les forces armées de la République démocratique du Congo, tant sur le plan militaire que non militaire, dans le rétablissement de la paix en période d'état de siège. Le succès actuel est le fruit d'une collaboration sincère entre les deux forces. Revenons dans la ville de Kinshasa où la réhabilitation de la route de Barumbu, précisément dans le quartier Plateau, suscite un grand espoir parmi les habitants et usagers de cette municipalité. Souvent inondée lors des pluies, cette artère essentielle est devenue un véritable défi, entraînant embouteillages et désagréments quotidiens. Gigi Nédé pour le reportage.
La réhabilitation de la route de Barumbu, précisément sur Plateau, est un projet très attendu par les habitants et les usagers de la route. Cette route est souvent inondée lors des fortes pluies, ce qui complique les déplacements et affecte plusieurs quartiers de la commune. Les usagers se retrouvent souvent bloqués ou doivent chercher des chaussées alternatives, ce qui entraîne des embouteillages et des désagréments quotidiens. L'une des principales causes de ces inondations est le débordement des caniveaux. Ces derniers sont souvent obstrués par des déchets, ce qui empêche l'eau de se couler correctement. La réhabilitation a donc commencé par le nettoyage et le curage de ces caniveaux, une étape pour améliorer la situation. Ils ont commencé par curer le grand caniveau car c'est ce qui facilite le passage de l'eau. Ils l'ont ouvert et nettoyé. Le caniveau inonde la chaussée car il était bouché de déchets immondices. Maintenant que le caniveau est curé, il n'y aura plus d'inondation et nous pourrons circuler aisément. La réparation et l'amélioration de la chaussée pour la sécurité des usagers et pour faciliter la circulation. Les habitants espèrent que ces travaux permettront non seulement de réduire les inondations, mais aussi d'améliorer le quotidien de tous ceux qui empruntent cette route. Parlons sport. Les Léopards dames de la RDC menacent de ne pas jouer la rencontre retour contre le Botswana ce mercredi, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine 2026. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les Léopards réclament 12 mois de retard liés à leur prime. Blaise Couzel. Pas de prime, pas de match demain contre le Botswana au stade des Martyrs pour le Léopard Dames, malgré la victoire 0-2 à Gaborone au match aller. En effet, les Léopards Dames ont décidé de boycotter les matchs retour prévus ce mercredi à Kinshasa. Elles réclament de primes de 12 matchs non payés. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, elles révèlent d'avoir touché $1000 en 12 matchs ou 12 mois depuis leur qualification à la CAN Maroc 2025. Cette qualif remonte en 2023. Elles sont fatiguées de promesses non réalisées par le ministre des Sports. Cette situation est préoccupante et ne fait pas du tout l'honneur du pays. La balle est dans le camp des autorités pour tenter de décanter ses soucis et permettre à l'équipe de confirmer sa qualification. Place à présent à la page internationale. En vue de réduire la durée du traitement et de mise à disponibilité des passeports en Éthiopie, le service éthiopien de l'immigration et de la citoyenneté a annoncé qu'il commencerait à produire des passeports électroniques localement à partir d'octobre 2025. Cela mettra fin à la tendance consistant à condamner l'impression des passeports à l'étranger, selon les autorités éthiopiennes. Rachel Misega. Pour un changement radical dans la résolution de problèmes liés à la délivrance des passeports, les services éthiopiens de l'immigration et de la citoyenneté a annoncé qu'il commencerait à produire des passeports électroniques localement à partir d'octobre 2025. Selon les autorités éthiopiennes, l'initiative mettra fin à la tendance consistant à commander l'impression de passeports à l'étranger. Cette décision intervient notamment après le lancement du premier passeport électronique par les pays le 21 février 2025. D'après des sources éthiopiennes, de nombreuses plaintes ont été déposées concernant la qualité de la prestation des services de l'ICS, les retards, le fraude et les abus qui étaient également liés à une mauvaise administration au sein de son bureau. L'ICS indique en outre que le nouveau système, en plus de combler le fossé sécuritaire avec les mesures améliorées,
offre également l'avantage d'un traitement plus rapide avec de normes reconnues au niveau international. Selon les responsables de l'ICS, l'administration a déjà réservé plus de 1,5 million de livrets de passeports. Jusqu'à ce que le pays commence à imprimer de passeports sur les territoires nationaux à partir d'octobre 2025, ces livrets existants seront utilisés. L'installation des usines est en cours. Cette nouvelle initiative de passeport est le fruit d'une collaboration entre l'ICS, l'Ethiopian Investment Holding, Tupan Security Insurance Company et Tupan Gravity Ethiopian, une co-entreprise formée par le gouvernement éthiopien et un conglomérat japonais. Et en 2024, les cours mondiaux du cacao ont enchaîné plusieurs records. Si des tensions demeurent sur le marché, le rallye des prix reste plus modéré en ces débuts d'année. Le 21 février dernier, la tonne de cacao a clôturé 8 934 $ sur l'Intercontinental Exchange de New York, marquant une troisième séance consécutive de baisse. Il s'agit du plus bas niveau de cours observé depuis 3 mois. D'après les observateurs, cette plongée des prix du cacao est principalement liée aux récents mouvements sur le marché. Soulignons que le nombre total de contrats à terme sur le cacao en cours sur l'ICE a atteint 115 974 au 17 février contre 121 018 une semaine plus tôt et 250 119 le 20 février 2024. Cette baisse indique que de liquidation de positions longues sur le fonds spéculatif afin de récupérer leurs bénéfices, ce qui suggère que les acteurs misent à court terme sur un retournement sur le marché. Sur ces dernières semaines, plusieurs sources du marché ont pronostiqué une baisse de 30% des cours mondiaux d'ici la fin 2025 avec les ralentissements de la demande. Avec la flambée de prix du cacao tout au long de l'année 2024, les chocolatiers ont été impactés au niveau de leur approvisionnement en cacao physique alors que les contrats à terme sécurisés depuis quelques mois sont arrivés à expiration. Le 4 février dernier, Mondelez a notamment prévenu ses clients que le prix du chocolat pourrait grimper entre 30 et 50% alors que Nestlé annonçait le 7 février qu'il comptait reformuler ses produits afin d'en réduire la teneur en cacao. Si globalement il y a un consensus sur l'effet de la baisse de la demande sur le prix, les incertitudes demeurent cependant sur l'évolution de l'offre et sa répercussion sur la situation du marché. Place à la revue de presse, sélection et commentaires de Dans mon mat. Avec les sanctions imposées au Rwanda, Kinshasa est dans l'euphorie et le titre des quotidiens de la ville sont particulièrement évocateurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Forum des As-Titres, conflit dans l'est de la RDC, pression sur Kigali, l'Union européenne a annoncé le 24 février la suspension des consultations de défense avec le Rwanda en raison de l'implication de ses troupes aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Le journal ajoute que, après plusieurs hésitations, l'Union européenne a finalement lâché le Rwanda et son président Paul Kagame, et aux confrères de préciser que l'Union européenne et les États-Unis surveillent la situation et pourraient renforcer les sanctions si le Rwanda persiste dans son ingérence. Les sanctions sont saluées par de nombreux Congolais soucieux de voir la paix revenir dans l'est du pays. Dans la même veine, Congo Nouveau souligne l'isolement diplomatique croissant de Paul Kagame, accusé des crimes de guerre, des génocides et des violations massives de droits humains dans les territoires congolais sous son contrôle. Les tabloïds estiment que l'arrogance de Kagame a conduit à son isolement et que la RDC commence à enregistrer des victoires diplomatiques.
La référence plus s'interroge. Est-ce un tournant décisif dans la guerre en RDC? Depuis la semaine dernière, écrit-elle, la pression européenne sur le Rwanda s'est intensifiée suite à la prise du M23. Suite à la prise de Goma et de Bukavu par le troupe du M23 soutenu par le Rwanda. La Belgique avait appelé à des sanctions contre Kigali et la France et le Portugal ont finalement modéré leur position. Le 24 février, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de préparer des sanctions. Un changement majeur après des réticences. La consoeur se demande si des contrats miniers avec des puissances mondiales seraient la solution pour stabiliser la RDC. L'opinion congolaise de son côté se questionne sur la motivation de ces changements des caps de l'Union européenne et sur la stratégie de Kinshasa pour répondre aux exigences sécuritaires et au développement de son pays, à l'instar de l'approche de l'Ukraine avec les États-Unis. Enfin, le phare revient sur une prétendue motion de défiance contre le président de la Chambre basse du Parlement. Le journal dément cette information, la qualifiant d'intox. Selon une source proche de l'Assemblée nationale, les rumeurs concernant la destitution de Vital Kamerhe sont infondées. Ces fausses informations qualifiées de poison rwandais par le ministre de la Communication sont diffusées par des politiciens en quête de positionnement. Le timing de cette rumeur, alors que Kamerhe et les rapporteurs de son institution sont en mission en Afrique du Sud, semble suspect. C'est ainsi que se termine cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Lors d'un entretien avec la première ministre Judith Suminwa, le ministre belge des Affaires étrangères a rassuré que la communauté internationale prendra des sanctions plus fermes contre Kigali. Vous l'avez suivi dans cette édition. Tenu depuis ce mardi 25 février à Kinshasa d'un atelier stratégique régional regroupant les représentants des institutions nationales des droits de l'homme des pays de la SADC et de l'EAC en vue de trouver des stratégies pour contribuer au retour de la paix en RDC. Et enfin, l'Éthiopie annonce la production des passeports électroniques localement à partir d'octobre 2025 en vue de réduire la durée de traitement des mises à disponibilité des passeports éthiopiens. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.